question, c'est comment on peut travailler sur cette violence sans violence. C'est-à-dire que moi, j'ai été frappé par le fait que les sociologues étaient sans doute très très bien armés, comme le dit d'ailleurs Pierre Bourdieu à la fin de la misère du monde, où il parle d'une écoute armée, hein, pour dénoncer en fait les rapports de domination et les expliciter, mais aussi, hein, pour dénoncer la violence sous toutes ses formes. Et je trouvais que, et je le vois, ça va être intéressant d'en discuter par rapport à certaines formes de radicalisme féminisme, par exemple, par rapport aux violences hein, de genre et de la domination masculine, des violences intrafamiliales, etc. C'est-à-dire où on a l'impression qu'il y a une forme de dénonciation qui fait une contre-violence, en fait, hein, et qui ne permet pas d'avancer beaucoup parce qu'on construit une opposition sur une opposition. Et de fait, au lieu de la désamorcer d'une certaine façon, on peut, hein, l'entretenir ou même la développer, mais autrement, mais toujours, hein, dans un combat qui est un peu manichéen. Et donc, si moi j'ai développé la sociologie clinique, c'est parce que j'étais très agacé par le discours sociologique de surplomb, hein, qui allait donner les clés pour comprendre la domination, pour comprendre la violence sociale, hein, et qui allait donner des leçons, en quelque sorte. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, hein, le fait qu'ils étaient totalement dans l'inconscience, par exemple, de la violence que peut faire le discours savant quand il s'abat hein, sur les personnes ordinaires qui n'ont aucune maîtrise des concepts, des notions, etc. C'est-à-dire hein, de travailler sur ces différentes dimensions avec cette préoccupation que travailler sur la violence sans violence, c'est bien une préoccupation clinique et qu'il y a une tension entre la posture sociologique, hein, d'analyser les phénomènes sociaux comme des choses, analyser les phénomènes de domination, analyser la violence, mais en surplomb, en quelque sorte, comme un scientifique, hein, comme Durkheim dit, analyser les phénomènes sociaux comme des choses, comme les physiciens observent la matière. Hein, et donc, et ce que je dis souvent aussi, hein, d'avoir affaire à des objets qui parlent, c'est-à-dire de réduire les acteurs sociaux et les sujets à des objets qui parlent. Et donc, la clinique, c'est de dire non, on n'a pas affaire à des objets qui parlent, sur lesquels qui vont être l'objet d'une étude ou qui sont l'objet d'un traitement en médecine, hein, ou l'objet d'une évaluation au travail, ou l'objet d'une évaluation à l'école, etc. C'est-à-dire, hein, des personnes qui sont objectivées, mais on va être au plus près du vécu, c'est-à-dire prendre en compte la subjectivité et travailler de sujet à sujet, c'est-à-dire de ne pas, hein, de briser ce qu'il peut y avoir dans la violence de l'objectivation pour pouvoir écouter ce que les acteurs eux-mêmes ont à dire sur les phénomènes sociaux, sur leurs souffrances, sur leurs douleurs, sur leurs difficultés, sur leurs conflits, mais aussi sur leurs joies et leurs plaisirs, etc. Et c'est cette rupture-là qui est très, très importante pour travailler, hein, non pas en objectivant, hein, avec cette violence symbolique de l'objectivation de l'autre, mais en allant au plus près du vécu, c'est-à-dire au plus près de la subjectivité des personnes, des acteurs, et de travailler avec eux et de réfléchir ensemble pour comprendre les processus, hein, qui nous traversent. D'où l'invention de ces groupes d'implication et de recherche, avec cette dialectique entre l'implication, travail sur soi au plus près du vécu, et la recherche, c'est-à-dire travail sociologique, travail ethnographique, travail psychologique, etc., c'est-à-dire de s'appuyer sur les sciences humaines et les sciences sociales pour comprendre les processus. Et c'est ça qui est important. La deuxième chose, c'est que moi, mon influence, hein, sur la clinique, justement, cette posture de compréhension centrée sur la personne, elle vient au départ de Carl Rogers. Ma première entrée dans les sciences humaines avec Max Pagès, hein, cette première perspective clinique que j'ai défendue et qui m'a formé au départ, c'est la non-directivité, c'est l'écoute centrée sur la personne, avec l'empathie, la congruence, etc. Pour ceux qui veulent en savoir plus, toutes ces notions sont définies, hein, dans le beau livre de Carl Rogers, Le développement de la personne, et dans le dictionnaire de sociologie clinique dans lequel on a repris ces notions. Et Rogers parlait d'acceptation inconditionnelle à propos de l'écoute centrée sur la personne. C'est-à-dire, on ne porte pas de jugement de valeur,
hein, et on écoute la personne avec empathie, bienveillance, sans évaluer son comportement. C'est là où il y a une contradiction entre la posture clinique et la posture sociologique. Et je dirais pas seulement sociologique, je dirais sociopolitique. Écouter avec bienveillance un homme violent qui maltraite sa femme ou qui a commis des crimes, c'est, ça pose un vrai problème, à la fois un problème de posture psychologique. Hein, est-ce qu'on peut avoir de l'empathie pour quelqu'un avec lequel, hein, on se sent le besoin de se protéger et de mettre à distance? Et en même temps, il y a quelque chose, par exemple, en ce moment, il y a un débat en France, hein, c'est de dire, euh, par rapport à la question des violences intrafamiliales, bien sûr qu'il faut écouter les victimes, bien sûr qu'il faut que les victimes puissent parler, et c'est très bien, hein, qu'il y ait la libération de la parole. Mais cette libération de la parole, elle ne suffit pas à résoudre le problème. Si on fait pas, hein, si on ne comprend pas les causes de cette violence, si on ne va pas à la genèse de ce qui l'a produit, et si on ne met pas en place des espaces, hein, d'accompagnement clinique pour aider les personnes qui ont des comportements violents à s'en dégager, parce que effectivement, c'est ces comportements-là qui sont la cause de la violence. Mais la cause de ces comportements-là, elle n'est pas uniquement à renvoyer à la personne. Et que là, le manichéisme primaire de dire bah, il suffit de condamner les bourreaux, hein, pour supprimer la violence et il n'y aura plus de victimes, c'est une erreur, c'est une mauvaise hypothèse. Je le dis souvent, j'ai travaillé sur le harcèlement au travail et en France, il y a une loi pour condamner le harcèlement au travail en condamnant les harceleurs. Et on s'est dit comme ça, on va résoudre le problème. Et j'étais à l'Assemblée nationale avec Marie-France Irigoyen, qui est la psychiatre qui a beaucoup permis de développer cette bataille-là, et pour les 10 ans de la loi qui a été faite contre le harcèlement. Et les sénateurs remarquaient qu'en 10 ans, il n'y avait que 70 procès qui étaient arrivés jusqu'à la condamnation du harceleur. Vous vous rendez compte? Alors qu'il y avait des milliers chaque jour de personnes qui se plaignent du harcèlement. C'est donc le fait de penser qu'en supprimant le harceleur, on va supprimer la violence, n'est pas une hypothèse juste. Et pour travailler dans les milieux de travail, par exemple, on remarque que quand il y a de la pression au travail maximum, chaque personne, homme, femme, cadre ou pas cadre, manager, pas manager, etc., peut devenir harceleur et harcelant. Et d'ailleurs que quand on est harcelé, on devient facilement harceleur aussi, à son tour, etc. Et de la même façon que ceux qui connaissent bien l'intimité, hein, de la violence conjugale savent que dans les couples, quand il y a de la violence, ben c'est assez systémique. Alors on peut dénoncer la violence masculine parce que c'est les hommes qui portent les coups et c'est les hommes qui assassinent la plupart du temps. Encore que sur les statistiques, hein, il y a quand même 20 ou 30% de cas inverses. Donc il faut être, comment dire, il faut sortir du manichéisme si on veut avancer sur ces questions de la violence. Et il y a eu un débat en France après les attentats où des gens comme Sarkozy et comme Manuel Valls ont dit, mais par rapport aux terroristes, comprendre, c'est excuser. C'est ça, pour moi, ça m'a mis dans une colère noire parce que comprendre, moi, travaillant maintenant avec les victimes des attentats et les familles des djihadistes, elles ont besoin de comprendre. Et en particulier les victimes, je me souviens d'une femme dans notre groupe, hein, de Retissons du lien, où il y a des familles de djihadistes, des victimes des attentats et des intervenants de première ligne sur les attentats. Une fille dont le compagnon a été assassiné au Bataclan et qui nous disait je viens dans votre groupe parce que j'ai besoin de comprendre comment un jeune du même âge que mon compagnon a pu lui mettre une balle dans la tête. C'est-à-dire, et du côté des familles des djihadistes, elles nous racontaient que
combien elles avaient été, elles aussi, victimes de ce départ, victimes de la trajectoire d'un des enfants qui n'avait rien vu venir et qui bascule dans des valeurs qui sont complètement contradictoires avec celles qu'elles ont voulu lui transmettre, etc. Et donc qui sont complètement dévastées et terrassées par ça et qui sont allées vers les victimes des attentats en leur disant « vous au moins vous pouvez nous comprendre ». Non pas parce qu'on a vécu la même chose, non pas parce que c'est équivalent ou c'est symétrique, mais parce que c'est les mêmes causes qui ont abouti au départ de nos enfants, qui ont abouti à ce que certains basculent dans le terrorisme, qui ont abouti aux fractures que la société a connues. Et pour terminer sur cet exemple, si vous voulez, le manichéisme, c'est dire que le mal vient à l'extérieur, que le mal, c'est l'autre. Et je me souviendrai toujours, on a eu la chance, dans notre groupe Retisson du lien, que le procureur du roi en Belgique, parce que ce travail se fait en Belgique, vienne à une de nos journées, vienne rencontrer ce groupe Retisson du lien qu'on fait. Vous vous rendez compte, le procureur de Belgique est une personne la plus importante après le ministre de la Justice, c'est même peut-être plus important que le ministre de la Justice. Et pourquoi il est venu? Et il est venu avec 2 gardes du corps parce que comme c'est lui qui s'occupe des attentats, il a besoin d'être protégé tout le temps. Donc c'est pas n'importe qui. Et il dit, je viens vous voir parce que je me suis rendu compte que j'ai vu une capsule que vous avez faite d'interviews de jeunes qui expliquent pourquoi ils ont basculé dans le djihadisme. Et à un moment donné, dans la capsule vidéo, dans l'entretien que vous avez fait, ce jeune, il est passé devant ma porte, devant chez moi. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience que ces jeunes-là, ils venaient pas d'ailleurs. Ils étaient du même quartier. C'était des voisins qu'on habitait au même endroit. C'est-à-dire, on est dans la même société. Et de vouloir les exclure de la société, comme si on pouvait exclure le mal comme ça, c'est de refuser de comprendre que le mal, il est dans cette société-là. Il n'est pas dans le comportement de quelques-uns. Je ne suis pas contre la condamnation de ceux qui font des crimes ou autres, bien au contraire. Mais de dire que, de projeter cette violence sur le comportement de quelques-uns et pas de comprendre que cette violence, elle est le produit de la société, est une erreur et qui a plusieurs conséquences. Et c'est ces conséquences-là qui m'ont fait réfléchir sur comment travailler sur la violence sans violence. La première chose, c'est de dire qu'il faut comprendre, et comprendre, ce n'est pas excuser, mais au contraire, c'est nécessaire pour justement désamorcer les sources de la violence. La deuxième chose, c'est que le passage à l'acte, c'est un symptôme, c'est le symptôme de quelque chose. Alors, on peut effectivement faire tout ce qu'on peut pour empêcher les passages à l'acte, mais on n'y arrivera jamais. Et que quand il y a un passage à l'acte, surtout s'il est violent, il est important de mettre en analyse et de proposer des espaces pour que la personne qui passe à l'acte puisse être en situation de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Et la plupart du temps, quand on s'approche d'eux, on voit combien ils sont eux-mêmes dans cette espèce d'ambivalence, de regret, de culpabilité, de sentiment de mal-être et tout ça, parce qu'ils ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive et dans un premier temps, ils peuvent le justifier ou s'en défendre quand ils sont jugés, etc. Mais dans un deuxième temps, quand les espaces sont ouverts ils rentrent dans une analyse pour dire « mais je n'ai pas moi non plus envie de reproduire ça parce que les conséquences pour eux sont aussi dramatiques ». La troisième chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'éliminer le symptôme, même s'il faut combattre la violence pour ce qu'elle est, mais il faut essayer de sortir de simplement de dire on résoudra le problème en éliminant le symptôme, mais en éliminant celui qui en est porteur du symptôme. Il s'agit le symptôme, il est signifiant, c'est-à-dire il nous dit quelque chose sur nous et sur la société. Et c'est ce qui s'est passé dans le groupe Rétisson du lien, c'est que les victimes des attentats ont dit les attentats, c'est pas nous qui étions visés. Les attentats, c'est le symptôme de fracture dans la société. Et ils venaient nous voir parce qu'ils ne supportaient pas les discours de haine sur l'axe du bien et l'axe du mal, parce qu'ils disaient, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir nous se réparer. C'est pas ça qui nous fait du bien, d'entendre la haine, le rejet, l'indignité nationale, tous ces discours-là, ils participent en fait à nous mettre en difficulté pour trouver les bons chemins de restauration, de réparation, de reconstruction. Et donc, la violence, elle s'inscrit toujours dans un rapport social. Et l'opposition victime-bourreau enferme les uns
dans un besoin de reconnaissance et de réparation qui peut être que partiel et insatisfaisant, et enferme les autres dans une démarche et une posture punitive, défensive, qui les condamne et les enferme dans des conduites répétitives et des culpabilités définitives. Et donc, il faut sortir de cette opposition victime-bourreau, sortir de la tentation du manichéisme, et parce que pour comprendre les comportements violents, il faut travailler avec ceux qui les vivent, ceux qui les subissent et ceux qui les génèrent. Et ça, c'est tout à fait important pour moi, pour la sociologie clinique. Par exemple, Isabelle Seret, avec qui j'anime ce groupe Reddition du lien, elle va sortir là un travail formidable auprès des enfants victimes de violences intrafamiliales, parce qu'on s'occupe beaucoup des violences intraconjugales, mais peu des conséquences pour les enfants. Et elle travaille dans des groupes d'hommes violents, soit en prison, soit dans des centres de rétention, soit dans des centres ouverts lorsqu'ils ont été libérés, mais d'hommes qui sont volontaires pour essayer de comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé. Et pour nous, chercheurs, et pour nous, cliniciens, s'approcher du vécu, c'est pas seulement s'approcher du vécu des victimes, c'est aussi s'approcher du vécu de ceux qui sont effectivement dans la violence. Je peux vous dire que le travail qu'on fait avec ces familles de djihadistes et le travail qui fait qu'il y a maintenant des repentis par rapport au djihadisme qui voudraient rentrer dans notre groupe, etc. En ce moment, c'est les procès de Bruxelles, alors c'est très, très tendu. C'est un travail comment dire, qui est qui, comme nous l'a dit une, j'y étais avant-hier avec eux, elle dit, en fait, le travail qu'on fait, ça nous permet de révéler des parcelles d'humanité en nous, mais aussi des parcelles d'humanité en eux, et c'est ça qui nous motive et c'est ça qui nous fait travailler. Un certain nombre d'entre vous connaissent ça par cœur et ont cette expérience-là aussi, de dire que travailler sur la violence sans violence, c'est redonner espoir à l'humanité que tout n'est pas foutu, que la guerre n'est pas l'issue définitive de la géopolitique, de la mondialisation, etc. Mais c'est vraiment en s'approchant aux sources de cette violence et en accompagnant les victimes et les auteurs, et donc de réfléchir, nous, quels sont les dispositifs et les méthodologies qui permettent de faire ce travail-là. Je vous raconterai une autre fois le dispositif qu'on a mis en place dans ce groupe Retissons du lien, qui est pour moi une illustration formidable de qu'est-ce qu'on fait pour essayer de travailler sur la violence sans violence. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écrit sur la violence au travail et sur la méthodologie des organigrammes, des théâtres d'intervention socioclinique pour montrer comment dans les entreprises et les organisations, on peut travailler sur cette violence. Dans les groupes d'implication, on l'aborde souvent, mais c'est surtout, je pense, des nouveaux dispositifs dont on a besoin qui sont intermédiaires entre les dispositifs thérapeutiques qui sont nécessaires pour aider les gens qui ont été violentés et qui ont besoin d'un soutien très personnalisé, très, très bienveillant, dans une enveloppe très, très sécurisante. Donc ça, il y en a besoin. Mais tous nous disent que ça ne suffit pas pour se reconstruire par rapport à ce type de violence. Le deuxième dispositif, c'est la justice. La justice, l'ordre judiciaire qui fait que les coupables doivent être condamnés. Quand il y a des crimes et des délits, et cette violence-là, elle doit être contenue, elle doit être stigmatisée, elle doit être condamnée. Mais la justice et le procès n'a jamais réparé les personnes, les victimes. C'est un passage nécessaire, mais ce n'est pas du tout suffisant. Et même parfois, les victimes nous disent ça me fait pas du bien en fait. J'ai pas besoin moi pour me réparer que l'autre soit condamné. J'ai besoin que on ait reconnu la vérité que c'est bien moi la victime. Ça c'est tout à fait important. Mais j'ai besoin d'autre chose. Et c'est cette autre chose qu'il nous faut construire. Alors en France se développe et en Belgique beaucoup aussi des réflexions et au Québec aussi sur la justice restauratrice, qui est une voie tout à fait intéressante. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le champ de la médiation aussi,
hein, et qui sont sur des positions qui sont très proches des nôtres. Et ça fait partie de notre boulot, et ça fait partie de votre boulot, de développer des espaces de réflexion, de recherche, mais d'accompagnement, des espaces socio-cliniques qui permettent effectivement de travailler sur la violence sans violence. Quand la violence peut arriver dans les groupes que nous animons, quand on est en train d'animer et que ça arrive entre des participants ou entre participants et animateurs. Méthode, moi, Euh, je crois que j'avais calculé à un moment donné, il y a plus de 6000 personnes qui sont venues travailler avec moi dans les groupes. Donc ça commence à faire un échantillon. J'ai eu deux situations de violence vraiment qui m'ont mis en difficulté. Je le dis parce que j'avais beaucoup plus peur avant que maintenant. Et maintenant, cette question, pour moi, elle est quasi saugrenue parce que si tu veux, ça, Diane, avec ce qu'on a fait ensemble, je n'ai aucun souvenir d'une situation de violence qu'on ne pouvait pas traiter. Hein. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de la violence. C'est une violence qui nous dépasse, qui nous met en difficulté. Bon. Et j'étais en train d'écrire un truc justement là-dessus. Il y a un proverbe chinois qui dit la peur a frappé à la porte, la confiance lui a ouverte et il n'y avait personne. Je trouve ça magnifique, quoi. Donc, c'est aussi la confiance, hein, c'est la peur. Euh, Comment dire on peut, enfin, il faut être vigilant et je vais répondre deux choses. La première, c'est le cadre. Le cadre est très important. Le cadre, hein, il y a un certain nombre de règles hein, qui est on s'autorise à dire, on s'autorise à pas dire, on n'est pas dans l'évaluation, on est dans la compréhension, etc. etc. Et donc, les animateurs sont garants du cadre et la violence arrive lorsqu'il y a une incohérence entre la posture de l'animateur et le cadre qu'il a énoncé. Ça, je l'ai remarqué tout le temps. Dès qu'il y a une faille quelque part, hein, c'est là que la violence peut, à ce moment-là, s'engouffrer. Et là, il y a un deuxième mécanisme protecteur pour les animateurs, c'est que la plupart du temps, quand ça se passe, c'est le groupe qui va intervenir. Je me souviens d'un groupe avec Diane où j'ai été sauvagement, non pas sauvagement, c'est pas le bon terme, j'ai été interpellé hein, un peu sur le thème de tout à l'heure, comment vous, hommes blancs, domination masculine, vous pouvez, c'était un garçon qui disait toute sa souffrance d'avoir été abandonné, d'être au chômage, etc. Il y a une fille qui dit c'est insupportable d'entendre un homme se plaindre sur sa souffrance alors que ça fait 2000 ans qui nous cogne dessus, qui nous exploite et qui nous domine. Et je sens bien, si tu veux, qu'à ce moment-là, si moi j'interviens, je vais en prendre plein la gueule aussi, parce qu'il y avait 3 hommes, 10 femmes, et on était 2 animateurs masculins en plus. Alors, la situation était d'une délicatesse extrême, et c'était juste après Polytechnique, hein, c'est-à-dire en 89-90, c'est-à-dire au moment où au Québec, cette question-là était particulièrement sensible. Et là, il s'est passé un mécanisme, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé sur le plan de notre fonctionnement et de la dynamique du groupe, c'est que c'est les autres femmes qui ont désamorcé cette violence. C'est-à-dire que ce n'était pas moi animateur, moi j'étais pris dans un transfert contre transfert masculin, féminin, genre, truc et tout, qui me mettait dans une certaine impuissance à désamorcer la violence, puisque j'en étais l'objet et que du coup je rentrais, si j'utilisais ma position d'animateur pour désamorcer cette violence-là, je ne faisais que créer les conditions pour qu'elle devienne encore plus forte et que je fasse la démonstration que c'était bien de la domination masculine dont il s'agissait, que j'étais complice de ça et que donc le groupe que je proposais, on pouvait plus travailler, etc. Et c'est les autres femmes du groupe qui se sont mis en position de tiers, c'est-à-dire non pas en position de prendre parti entre deux camps, mais en position de désamorcer la violence en rentrant dans une analyse de ce qu'on était en train de vivre, etc. Et qui nous a amené l'ensemble du groupe à, par exemple, à analyser aussi la difficulté hein, dans un groupe comme celui-là, qu'on n'était pas neutre par rapport à la violence sociale, puisqu'on était tous inscrits dans les rapports sociaux,
qu'on était tous inscrits dans une histoire familiale et sociale et qui s'inscrit donc dans des rapports de domination, etc. C'est-à-dire, hein, c'est ça qui va permettre, hein, c'est cette double posture de clinicien sociologue qui, si elle est pertinente, va produire des hypothèses qui va permettre d'expliquer pourquoi il y a de la violence dans le groupe. Et pourquoi c'est la violence de la société qui traverse à un moment donné la dynamique du groupe. Donc c'est ça, si tu veux, pour moi, la bonne posture par rapport à la question que tu poses. La deuxième source de violence, c'est la différence des classes, la différence des statuts objectifs entre les gens. Une fois dans un groupe sur Histoire d'argent, j'ai eu des traders qui gagnaient en une matinée autant que le père d'un des participants qui avait réussi à mettre de côté dans toute sa carrière comme ouvrier 40 000 € pour construire une petite maison pour prendre sa retraite. Et donc, on avait d'un côté quelqu'un qui avait travaillé 40 ans pour économiser 40 000 €, et 40 000 €, les traders vous expliquaient que c'est ça qu'ils pouvaient gagner en une matinée de travail. Ça, c'est la violence objective. C'est la réalité des inégalités dans notre société. Donc, c'était une violence objective qui traversait le groupe. Et le problème que j'ai eu, c'est que il y a un des participants qui avait amené ces traders, qui avait amené un chef d'entreprise, un trader, et lui, il était consultant, parce qu'il pensait que Histoire d'argent, ça allait leur permettre de savoir comment gagner encore plus. Ils n'avaient pas tout à fait compris l'objectif du séminaire, ou en tout cas, ils n'avaient pas voulu comprendre. Et ce qui a sauvé un peu les choses, c'est que les trois se sont dissociés à ce moment-là. C'est-à-dire, il y en a un qui a compris, oui, on n'est pas là pour ça, donc je vais partir parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. L'autre qui dit, on a fait comme si on n'était pas là pour ça, mais c'est bien pour ça qu'on est là et je reste et je comprends la violence qu'il peut y avoir dans les situations objectives. Et puis il y en avait un qui soufflait sur les braises parce qu'il voulait prendre la place de Vincent de Goljac, dont il pensait que c'était vraiment un animateur qui était totalement incompétent et incapable de mener tout ça. Donc tout d'un coup, si tu veux, quand ça s'est éclaté en trois pôles comme ça, tu peux travailler dessus. C'est plus un problème. Par contre, ce qui est un problème, c'est quand tu as dans le groupe une scission de groupe. Et je raconte une histoire dans l'histoire en héritage sur justement le transfert et haine de classe. C'est-à-dire comment travailler, c'est la violence des rapports sociaux. Et il y a une femme qui est aristocratique et qui dit à un moment donné, elle se tourne vers moi et elle me dit, oh mais vous, comme on est du même milieu, vous pouvez me comprendre. Sous-entendu que les autres étaient vraiment des abrutis de pecnos qui ne pouvaient rien comprendre à la société, etc. Vous voyez, ça, c'est de la vraie violence sociale, quoi. Mais c'est un régal. C'est un régal quand tu peux travailler dessus, c'est-à-dire quand tu te laisses pas prendre dans le truc. Et je peux te dire qu'il y a eu 4 femmes qui étaient plutôt de gauche, dont une républicaine espagnole, fille de républicain espagnol, l'autre qui était au Parti communiste et tout ça, peuvent te dire que c'était rock'n'roll sur la façon dont elles ont animé, comment dire, la démonstration de la violence des rapports sociaux, et on a pu mettre ça au travail dans le groupe. Donc, tu vois, c'est ça pour moi, la réponse à ta question, c'est que ça arrive, parce que la violence sociale, elle est là, mais il y a toujours la réponse est la triangulation, c'est-à-dire que ça ne se traduise pas par un conflit de classe, classe contre classe, ou un conflit de genre, genre contre genre, mais qu'il y ait une triangulation qui permettent de dire on n'est pas là pour se taper sur la gueule, on est là pour comprendre les sources de la violence qui effectivement nous traversent dans le groupe. Je vais tout à fait dans le sens qu'on doit absolument chercher à comprendre à travers l'humain. C'est exactement pour moi, là, c'est la seule piste à poursuivre, c'est-à-dire que qu'on soit victime, qu'on soit agresseur, il en reste pas moins que c'est effectivement ce qu'il y a d'humain en chacun qui devrait dicter les conduites à adopter dans la société. Et dans ce que tu disais, Vincent, je trouve ça absolument extraordinaire, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est pas une utopie?
que d'aller dans cette direction, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Autrement dit, nous, on peut prêcher pour ce caractère humain qu'on a tous en nous, mais est-ce que c'est pas rendu utopique? Ça ne me gêne pas que ce soit une utopie, si tu veux. Je fais maintenant, j'ai évoqué à plusieurs reprises ce groupe Retissons du lien qui fait partie maintenant, qui est un des chantiers sur lequel je travaille depuis 5 ans. Et si je ne vais pas le faire maintenant, mais le nombre de retombées de ce travail-là, en termes d'humanité, en termes d'intelligence politique, en termes de reconstruction des gens qui étaient particulièrement fracassés par ce qui est arrivé, en termes d'espérance par rapport à comment retisser des liens dans une société fracturée, si tu veux, c'est un petit truc, c'est une goutte d'eau, mais moi je sais que pour les personnes qui y participent, c'est devenu un élément central de leur existence et ça leur fait du bien. Donc, pour moi, ça me suffit à la fois comme professionnel, sociologue clinicien, comme citoyen de cette société et comme personne qui est à la retraite et qui continue non pas à travailler, mais à développer des activités qui font du bien et qui font du bien aux autres. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux demander de plus à la vie? Pour moi, l'utopie, c'est la différence un peu avec un idéal. L'utopie, c'est quelque chose qui met en mouvement, mais elle ne se réalise jamais. C'est l'idéal qui se réalise jamais, si tu veux. C'est pas ça qui va changer la société. Mais au moins, si tu veux, ça permet de nous mettre en mouvement dans une posture et de l'action qui fait sens.